À la mort de mes parents, je retrouve à l'intérieur d'un coffre des centaines de photos, quelques objets. Je suis arrêté par de vieilles images de mon père travaillant dans un chantier souterrain avec des amis. En 1975, l'année de ma naissance, mon père aurait vécu une aventure qui a longtemps nourri mes fantasmes d'enfant. J'étais encore dans le ventre de ma mère alors qu'il creusait sous la terre un énorme tunnel avec des amis. Enfant, j'ai souvent pensé que c'était comme une chasse au trésor. Mais je n'ai toujours pas compris ce qu'il cherchait véritablement. Il y a quelques années, j'ai voulu en savoir plus. Mais mon père est mort avant que nous nous retrouvions pour en parler. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un enregistrement trop court et de mauvaise qualité, où il confie quelques bribes de son histoire. Et à l'arrière d'une photo, un autre indice, un nom, Christian Duval. Isolé pendant cette période et n'en gardant pas un très bon souvenir, ma mère n'aimait pas parler de cette histoire. Je me souviens juste qu'elle disait « T'es un enfant du tunnel ». Mon père, Paul, était poissonnier, mais lorsqu'il ne travaillait pas, il endossait un autre costume, celui d'un aventurier, plongeur, pilleur d'épaves comme il disait en rigolant. Sa curiosité le poussait à fouiller des bunkers, visiter des épaves d'avions, des bateaux abîmés dans les profondeurs de la Manche. Après quelques recherches, coup de fil, je retrouve ce fameux Christian Duval. Grâce à lui, j'apprends qu'entre amis, ils ont creusé des mois durant, à Mimoyek. Ils voulaient dévoiler au grand jour une immense forteresse. C'est au détour d'une conversation au troquet du coin que tout aurait commencé. Happé, je commence à me documenter et Christian m'aide à retrouver une partie de l'équipe de 75. Claude Gillon, Armut Kalden, Gilbert Isoré. Notre histoire a commencé, disons, sur une belote de comptoir. Un de mes amis m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait l'après-midi. Donc, je lui ai répondu que j'avais été visiter un endroit, une base, là, à Mimoyek. Mimoyek, je crois, c'est un lieu dit. Donc, il m'a dit, c'est quoi ça, cette base? Ben, je dis, c'est une base secrète allemande. Et puis, il m'a demandé si ça aurait été possible que je lui fasse visiter à lui, puis à mon ami Armut, cette base. Donc, on s'est mis d'accord pour un samedi après-midi. Donc, un samedi après-midi, j'ai été leur faire visiter. Et comme moi, pour la première fois, j'ai même, à chaque fois que j'y allais, j'ai toujours été impressionné par l'importance des travaux qui avaient été faits à cet endroit. Ils ont été très impressionnés aussi. Christian nous a indiqué que, effectivement, si j'étais intéressé, on pouvait se réunir, trouver des camarades pour essayer de rentrer dans une forteresse qu'il connaissait et que moi je ne connaissais pas du tout. Et donc on s'est réunis petit à petit, on a trouvé du monde, tous les copains qui étaient motivés aussi. Les principaux, c'était forcément Polo, Armut, Christian, moi, il y avait Philippe, le beau-frère à Christian qui venait. Il y avait Simon. Et Gilbert a fait pareil, il tenait un café. Bon, donc il venait qu'après la fermeture. Et puis après, bon, Jacques Ormans, qui, malheureusement, Jean-Pierre Samuel, tout ça, mais tout... Disons que parmi les copains, on a quand même pas mal qui sont décédés, quoi. Dans l'équipe qu'on était. Bientôt la moitié. Après quelques recherches historiques, j'en apprends un peu plus sur la forteresse. Je réalise que mon père et ses acolytes sont descendus dans les entrailles d'un lieu qui aurait pu changer la face du monde. En 1943, affaibli par les Alliés,
Hitler décide de développer des armes de vengeance, les V3. Mimoyek, grâce à son emplacement stratégique entre Boulogne-sur-Mer et Calais, et son sol crayeux, est choisi pour abriter cette batterie de canons invisibles, destinée à rayer Londres de la carte. J'apprends sur Internet qu'une partie de la forteresse est maintenant accessible. Je rêvais d'y aller avec mon père. Aujourd'hui, je m'y rends seul. Mon imaginaire de petit garçon se figurait l'entrée du tunnel comme la bouche d'un ogre géant. En surface, rien de suspect. Une fois arrivé, je ne vois rien que des champs, les herbes courbées par le vent et la mer au loin. La base est invisible. Mais bientôt, en empruntant un chemin caillouteux, j'arrive devant l'entrée du tunnel. Un trou sans fond percé dans la colline et devant lequel on hésite à avancer. À l'entrée, un écriteau prévient que la partie accessible est fermée d'octobre à avril, pour laisser hiberner une colonie de chauves-souris. Je dois revenir dans quelques semaines. Quand on rentre dans un ouvrage pareil, on se sent petit. On se sent petit, on se dit comment ils ont pu faire une chose pareille. Un immense système souterrain comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. On avait calculé, d'après un ami historien, Guy Bataille, qui m'avait dit que normalement, à 35 mètres dans ce puits, on devait trouver une galerie qui donnait dans un tube de lancement et qui communiquait avec l'intérieur de la base de l'autre côté. Donc, on disait, tant qu'on n'a pas trouvé cette galerie, il faut descendre. Mais on ne s'était pas imaginé 31 mètres, qu'est-ce que ça faisait, puisque quand on voit 31 mètres comme ça droit, mais entre 31 mètres droit et à la verticale, ça fait sincèrement une différence. Quand on a vu l'importance du puits, parce que c'est un puits qui faisait au moins 4 mètres sur 4 mètres au carré, je crois, ou peut-être même 5, mais enfin 4 sur. On savait qu'il fallait descendre, mais descendre bas. On avait beaucoup à creuser. Ça va représenter un travail énorme. On peut toujours essayer. Je dis, puis s'il y a de l'eau, parce que soi-disant que c'est plein d'eau. S'il y a de l'eau, on arrêtera, qui me fait popole. En côtoyant Christian, je réalise à quel point il est passionné par tout ce qui touche à la base. Même s'il n'est pas archéologue ni historien de métier, il semble connaître le sujet par cœur. L'escalier est là-bas au bout. Pour relancer ça, pour faire démarrer un engin de 80-90 kg, c'est au moins une charge propulsive. Il me raconte que le 6 juillet 1944, lors d'un bombardement, une bombe Tallboy de plusieurs tonnes a fait plus de dégâts que les autres. Les nappes phréatiques se seraient vidées dans les sous-sols de la base. En 1975, personne ne savait vraiment dans quel état était la partie enfouie du site. Comment ces amateurs de fouilles se sont organisés pour creuser avec si peu de moyens? D'où est venue cette prétention, ce courage irraisonné de vouloir aller là où aucun chercheur professionnel n'était encore allé? On a commencé à voir comment on pourrait éventuellement arriver à pénétrer par le puits. On se débrouillait pour essayer de récupérer les matériaux, et en particulier la ferraille, surtout la ferraille d'ailleurs. Et après, dans la base de Mimoyek, on a retrouvé des tôles de blocose, des grosses tôles épaisses. Donc là, on avait un point d'appui, on était bien, on pouvait voir le bord du puits. C'était un petit peu à l'aventure, hein. Et à l'aventure, il fallait imaginer. Il fallait aussi imaginer des systèmes. Mais ça n'a pas été évident au départ. Hein. On a commencé avec un 3 gamins. Hein. Ah oui, il y avait 10-12 mètres à descendre, ça allait quoi. Alors après, on a vu les difficultés pour monter la craie, pour tout ça. Donc on a décidé de fabriquer cette fameuse grue. Hein, c'est nous qui avons tout fait. Armout, Christian, Polo, et moi.
Je vais vous faire, à une échelle évidemment beaucoup plus petite, la reproduction du bidon qui servait à remonter la craie. Elle servait aussi en même temps à monter et à descendre les deux gars qui étaient au fond. On dirait presque un vrai. Voilà. Hein. Alors ça, c'était un bidon de 200 litres. Et ça, on en montait, je vous dis, entre 150 et puis 190 à peu près, tous les samedis. C'était bien, on passait de bonnes nuits parce que c'était la nuit qu'on travaillait. On travaillait du samedi après-midi, souvent vers 3-4 heures, jusqu'au dimanche matin, 4-5 heures. Alors évidemment, ça a créé beaucoup d'histoires avec les femmes, quoi, parce que les maris n'étaient pas là, quoi. On avait quand même de bonnes épouses, hein, quand on réfléchit. Parce que c'est pas toutes qui accepteraient. Non, mais il faut reconnaître, hein, pas toutes les femmes qui accepteraient que les bonhommes s'en aillent la nuit comme ça. Hein. Je crois pas que ça les dérangeait de trop. Ou peut-être qu'ils croyaient peut-être que aussi des moments on allait plutôt au bistrot ou des trucs comme ça. Alors que c'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Surtout dans l'état qu'on était. Hein. On peut voir les photos dans l'état qu'on remontait. Hein. On était blanc comme neige. Disons que la construction elle-même, c'est plus Armut qui a conçu la grue. Bon, après nous, forcément, on aidait, on amenait, on perçait. C'était des câbles d'ascenseur à double torsion, pour dire justement que ça ne vrille pas. Puis la solidité, forcément. Quand on remontait un baril, on relevait un baril, il y avait à peu près, je sais pas, 250 kilos de créne, non, hein, 200-250 kilos. Hein. Donc il fallait pas que le câble lâche. Les gars qui étaient en dessous, ils n'auraient pas apprécié. Oui, il y en a qui n'étaient pas motivés pour descendre. C'est impressionnant, hein. Un grand trou, hein, une grande marche, hein. 30 mètres, 32, je ne sais plus. Quand on a eu fait cette fameuse grue, il fallait quelqu'un pour manœuvrer. Et puis ils n'ont jamais voulu que je bouge de là. Moi je voulais descendre, c'était normal, à tour de rôle, quoi. Non. Peut-être mets pas la grue, on descend pas. Oui, ben c'est lui qui avait la plus grande responsabilité, je dirais. Hein. Parce que par le fait qu'il fallait toujours... c'est comme un embrayage sur une voiture. Hein. Si tu accélères trop fort, le bidon il monte. Si tu desserres trop le frein, le bidon il descend en route toute. Alors, donc il fallait quelqu'un qui touche un peu d'abord en mécanique, hein, et puis qui ait bien la grue en main. C'est vrai que j'ai toujours été très conscient qu'à la limite j'avais des vies entre mes mains. Hein. Et la vie de mes 3 copains qui étaient en bas, si je faisais une fausse manœuvre... ça n'aurait pas... Comment puis-je dire? Ça n'aurait pas été beau. Je pense à mon père. Pourquoi a-t-il creusé tout ce temps? Pourquoi quitter foyer et famille pendant les périodes de repos et passer des dizaines d'heures de travaux harassants, les pieds dans la boue, sans peur du danger? La curiosité, le goût de l'aventure. Je n'allais pas dire l'amour du risque, parce que ça serait beaucoup. Mais bon, si, c'est vrai, il y a quand même toujours du risque, que ce soit comme là-bas à Mimouillec. On court quand même toujours un risque, si peu que ce soit. Mais je pense que c'est beaucoup la curiosité, apprendre. Nous, on a toujours été motivés pour faire de la recherche. On fait de la recherche. On se donne entièrement pour faire ça. Donc, il fallait qu'on essaye de percer ce mystère. Et puis, de voir aussi à quoi ça servait cet ouvrage exactement. À quel point on était arrivé. Moi, c'est un petit peu ça qui nous a toujours motivés aussi. Hein. Et puis aussi la découverte de l'endroit. Tout le monde voulait savoir, tout le monde était curieux. On avait tellement entendu parler de choses et d'autres, là, qui se recoupaient rarement d'ailleurs. Hein. Donc on voulait savoir, quoi. Je vais te dire franchement, là,
on était motivés. C'est parce que on savait qu'il y avait des galeries souterraines et que ces galeries comportaient un étage où il était vraiment intéressant de trouver des choses extraordinaires. C'est-à-dire les plans de Mimoyec, les ateliers des ingénieurs de l'époque. On voulait découvrir ce qu'était Mimoyec à l'époque, quand même. Quelques semaines sont passées. L'accès au bunker et au musée est maintenant réouvert. 40 ans après, moi aussi je veux absolument savoir ce qu'il peut y avoir au fond. Entre-temps, la base a été étudiée. Des plans ont été retrouvés. Avant de la visiter, je demande à voir l'historien de la coupole pour qu'il lève une partie du voile sur ce que l'on devrait logiquement retrouver dans les galeries souterraines. La construction du site de Mimoyec, de ce blocos destiné à abriter ce canon à charge multiple, elle commence en avril-mai 1943. Et à la fin août 1943, on va commencer à procéder au creusement des galeries les plus importantes. Alors, à savoir une galerie de 800 mètres de longueur qui est au niveau de la plaine, donc à 30 mètres en dessous du plateau. Et cette galerie qui doit traverser de part en part ce plateau doit permettre l'arrivée des trains depuis l'Allemagne chargés de munitions pour pouvoir approvisionner le canon. Ensuite, on creusera 5 puits inclinés à 50 degrés depuis la base avec une sortie en haut sur le plateau pour installer 5 batteries de 5 canons à charge multiple. Ce canon, son principe, c'est de pouvoir augmenter la propulsion de cet obus sur une longueur de 150 mètres en accompagnant la charge avec un système de mise à feu de charge, ce qui donne une portée supplémentaire qui ne pouvait pas être atteinte à cette époque par des canons traditionnels, de l'artillerie traditionnelle, tels qu'on les connaissait depuis la guerre de 14-18. L'historien me donne des archives conservées au musée, mais rien sur Mimoyec. Plus j'avance, plus le mystère s'épaissit. Les premières fois qu'on est descendu, c'est toujours moi qui est descendu le premier, et au fond, on manquait d'air. Alors ce n'est que le bidon là, de 200 litres, qui lui, à force de monter et descendre, apporter, renouveler l'air dans le puits. Alors donc après, à chaque fois qu'on descendait, le premier qui descendait, il avait une bouteille de plongée, une mono, là, avec un détendeur au cas qui manquerait d'air, quoi. Alors on passait beaucoup de temps à vider le bidon, puis après les techniciens là-haut, ils ont trouvé l'astuce, ils avaient ramené de l'huile de vidange, tu vois, et puis badigeonner le bidon à l'intérieur, alors ce qui fait que ça se vidait tout seul, quoi. Quand nous, on effectuait une descente, c'était notre poids à nous, l'émotion était là, c'est sûr, parce qu'il y avait le toit qui était au-dessus de nous. On avait une petite appréhension quand même. La hantise qu'on avait, c'était que au-dessus, il y avait le plafond, donc un gros bloc qui apparaissait et qui, a priori, était un peu fissuré et tout ça, qui nous faisait peur. Ça, c'est vrai, ça nous faisait peur, mais on se disait, il a tenu depuis la fin de la guerre, pourquoi il tomberait aujourd'hui? Donc, on a passé outre. Mais on avait toujours dans l'esprit aussi que ça pouvait peut-être tomber. Après les Allemands, après les Forçats, puis mon père et sa bande 30 ans plus tard, à mon tour j'entre dans le tunnel. J'ai l'impression de remonter dans le temps. Je reconnais le décor des photos en noir et blanc. Mes pas résonnent dans les immenses tunnels de livraison, et je crois entendre les bottes des soldats. Arrivé devant la zone des fouilles que m'a indiqué Christian, l'accès est fermé. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. En attendant l'autorisation d'accéder à l'endroit des fouilles, Christian me présente un autre grand connaisseur de la base, Denis Simon.
Sa compagne, Marie-Madeleine Vasseur, est propriétaire en 1975 du champ où elle fut construite. Ensemble, ils ont créé le musée de Mimoyec et ont passé toute leur vie à récupérer des documents, des articles, des photographies. Des témoignages. Selon eux, la base cacherait bien plus que des armes. Quand on a commencé à faire les visites, là, en 84, de toute façon, après, les témoignages se sont précipités. Ouais, on a eu d'abord Joseph Bouchinski, le Polonais, qui est revenu, qui est en fin de compte un rescapé de l'étage en dessous. Ce qui est certain, c'est que les 30 Polonais qui travaillaient avec Joseph Bouchinski, ils sont encore en dessous. Et c'est pas avec un groupe de 30 Polonais qu'on peut faire un travail pareil. Hein, donc il devait y avoir beaucoup plus de monde à l'intérieur. Hein, plusieurs centaines, ça peut même dépasser le millier. Hein, donc les gens qui étaient en dessous, qui étaient au travail en dessous, tous ceux qui étaient en dessous, sont encore en dessous. Aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort. Si, il y a des morts, il y en a beaucoup. Si vous saviez combien il y a de morts là-dedans, vous metteriez des fleurs tous les jours. Forcément, quand on se trouve dans une chose pareille, on peut avoir que du respect pour ces gens qui ils ont perdu la vie. Nous, c'était pas une question c'était pas les envies morbides ou des trucs comme ça, quoi, si je peux. Hein, c'était le fait, surtout, de savoir comment c'était dessous, comment ça s'était passé, ce qu'il pouvait encore y avoir. Mais s'il y avait encore vraiment des cadavres ou des trucs comme ça, il est évident qu'on aurait fait le nécessaire pour qu'ils aient une sépulture correcte. Hein. De là, on aurait prévenu les différents organismes, même si c'était des Allemands. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir percer et puis voir si jamais ces corps étaient là, et ben, les déclarer et puis dire, ben voilà, on nous a caché ce qu'il y avait là, mais il y a ça, à cet endroit-là, il y a ça. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de traces nulle part. C'est ça le problème. Il y a tout plein de victimes, mais aucune de reconnue. Des corps auraient donc été abandonnés tout en bas. Leur identité, leur nombre est inconnu. Personne n'est vraiment d'accord. Entre les passionnés et les historiens, il y a une vraie mésentente. Requis, soldats, prisonniers de guerre, les chiffres varient de 9 à plus d'1 millier de victimes. Une chose est certaine, leurs conditions de travail étaient terribles. Journées interminables, tâches harassantes, froid, malnutrition, pour près d'1 millier de personnes au service du projet du Führer. Enfin, j'ai l'autorisation d'accéder à la zone des fouilles. Mais quand je me retrouverai devant l'énorme puits de 40 mètres, comment irai-je plus loin? Pourrait-on recommencer les fouilles et ouvrir un passage? Je convie Christian et mon ami Jérôme Dumez pour qu'ils m'aident à trouver une solution. Valérie Noël, animatrice du musée, nous accompagne. Là, il y a un bord, là. Comment? Il y a le bord, il est incliné. Ah oui, d'accord. Ouais, 1 mètre après. Vu la surprise de Valérie, qui échange alors avec Christian, je réalise que le personnel du musée, les historiens, ont toujours cru que les fouilles de la bande de mon père n'étaient qu'une légende. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? 6 mois, 6 à 7 mois qu'on a travaillé ici. Et vous veniez tous les week-ends? Oui, on venait tous les week-ends, du samedi 2h jusqu'au dimanche matin 6h du matin. La voûte, elle était intacte, on la voyait au moins sur 20-25 mètres.
Et comme il y a eu des bombardements très importants ici, notamment celui du 6 juillet 44 avec la mais fameuse Tolbaï. ça n'a rien bougé à l'intérieur pour autant dire. Bien sûr que si, ça a bougé à l'intérieur, Si. ça a provoqué un mini tremblement de terre et c'est justement ce qui a provoqué des tas d'éboulements. Il y a bel et bien des rapports qui ont été faits. On sait que le site était en tel état fin 44, début 45. Les destructions qu'il y a eu ici à l'intérieur, il y a eu quoi comme destruction? Il y a eu 1 ou 2 galeries d'effondrées, 3 avec 1 ou 2, non 4 avec 1 ou 2 qui n'étaient pas encore bétonnées, mais il n'y a pas eu tellement de dégâts au premier étage. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est une tolbaï qui touche un sol comme ça vous fait des trous de la taille d'un immeuble de 5 étages. Non, mais je suis d'accord, on voit bien l'entonnoir qu'il y a au-dessus, mais l'onde de choc, elle a broyé la partie de rampe de lancement. Nous, on a essayé de passer en travers et on voit la galerie. Je peux vous garantir que la galerie est intacte. Intacte, elle n'est pas esquintée. Je veux bien que la bombe, elle a broyé. La passion de Christian est encore tellement tenace, il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'il reprenne la pelle et la pioche. Je me sens touché à mon tour par cette obsession, comme si mon père m'avait laissé ces quelques photos pour que je prenne le relais. Malgré la bienveillance de la communauté de communes et du conservatoire d'espaces naturels en charge du site, il n'est pas question de continuer les fouilles. Pour l'instant. Ni de descendre en rappel. Je décide quand même de creuser à mon tour. Sans pelle ni pioche, mais avec une caméra. Nous décidons de construire notre propre grue et de retourner tout en bas. Là où mon père donna son dernier coup de pioche il y a plus de 40 ans. J'ai juste une crainte, c'est qu'on soit décalé un tout petit peu sur le haut de la prise de force là, pour les lingues. Et comme elle est un tout petit peu décalée, c'est que ça fait vriller la flèche. Et donc ça risque d'emmener notre flèche vers un côté et la plier en deux. Et ça le fera surtout au moment où elle est chargée. Nous obtenons donc l'autorisation de plonger notre caméra dans le fond du puits. Mais pour cela, nous devons respecter les contraintes de sécurité d'aujourd'hui et la géologie du site, avec nos petits moyens. Mon rêve est de réunir l'équipe de 75 à cette occasion. Arrive le jour tant attendu où nous nous retrouvons pour replonger dans le passé. À quoi ressemble ce puits que j'ai imaginé des milliers de fois? Je me réjouis de vivre ça avec la bande de copains de mon père. J'ai de plus en plus la sensation d'être à ma place parmi eux. Nous n'avons encore effectué aucune descente de la caméra, aucun essai. Désireux de vivre ce moment tous ensemble. Aucune possibilité de savoir si le système fonctionnera, si les moyens mis en œuvre seront suffisants pour vérifier l'intégrité du puits. Loin des équipements de pointe qu'utilisent les chercheurs professionnels, nous avons bricolé du mieux que nous pouvions, comme l'équipe de 75. Remonter le moteur et puis... Alors donnez-moi ma petite planche. On va remettre ça, on va reformer l'équipe. Et la lumière fout. Ah bon. La caméra sera-t-elle assez sensible pour rendre compte des détails? La grue supportera-t-elle le poids conséquent de l'installation? Pourrons-nous savoir s'il y a de l'eau dans le fond,
si d'éventuels travaux sont envisageables. La fameuse cavité qui mène au tube de lancement sera-t-elle encore accessible? Ah, ça commence là. On est à 5 mètres. 5 mètres? On n'est pas au fond. Hein. Il n'y a plus que 30. « 15 mètres. Ça vient bon. On avait déjà remonté pas mal de tonneaux. Ah bah là, Ah oui. on avait déjà baissé 7 mètres là. Bah Là, oui. on avait rencontré le boisage depuis 2-3 mètres. En combien de temps vous êtes arrivé à 20 mètres à peu près? Vous savez? Oh là là. Oh, c'est assez vite quand même. Vous allez... Ouais, Oh, il a fallu compter au moins 2 mois. Hein. oui, c'est ce que j'allais dire. 2 mois, 2 mois et demi. On avait à peu près travaillé au mois de... Comment? Ah bah, Comme un accès à je sais pas quoi. Là. Il y a un renfoncement. on est arrivé à quelle profondeur là? 20 mètres. 20 mètres? 20 mètres, juste devant une niche. Ouais. 50 cm. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous en a volé un. On est vraiment au bord du... Et rappelle-toi, Arnaud, c'est vrai que quand ils ont vu la voûte, même moi, quand j'ai descendu, Ah là voilà. Non. j'ai vu la voûte, j'ai le cœur qui... Non. Tu vois pas quand la galerie? Bah non. C'est bizarre ça. Ah, il y a quelque chose là sur le côté. Il y a comme une espèce d'échelle, là. Un morceau de. Une bouteille. Non, c'est pas une bouteille d'eau. Hein. Ah, c'est une bouteille. Non, on n'est pas encore. Une bouteille d'eau. Non, je crois pas. Une bouteille Alors, d'eau. attends, Ah oui, c'est attends. pas pareil. Pour l'instant, je regarde. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas d'eau. Non, non. Ah non, il n'y a pas d'eau, c'est sûr et certain. Nous, on a été à 40 mètres. C'est sûr et certain qu'au 2e étage, il n'y a plus d'eau. Ça, c'est sûr et certain. Au 3e, il y en a peut-être encore. Mais si ça a baissé au niveau du 2e, au 3e, ça a peut-être baissé aussi. Je ne dis pas que c'est complètement vide. Comment? C'est ça. Ah, la voilà. La voilà, la galerie. Et on est à combien? 35. 35, donc tu vois. Hein. Et 5 mètres d'auteur, 5 mètres 50 même. Lorsqu'on a trouvé la première galerie, ça a été une chose extraordinaire. On n'arrivait pas à imaginer que ça y était. On avait trouvé, parce que personne n'avait descendu jusque-là. Ah, on a trouvé le passage. Ouais. Ouais, alors là, c'était la joie, quoi, malgré tout. Hein. Il avait trouvé le haut de voûte qui pouvait accéder aux rampes de lancement. Effectivement, on voyait la voûte. Ben, je dis, ah, pourquoi vous ne voulez pas y aller? Et Popol, il me répond, parce que si jamais ça saute en arrivant chez Saint-Pierre, je te file une droite. Avec les éboulements qui s'étaient produits, par les puits de lancement qui avaient été détruits aussi par les Anglais après la guerre, hein, tout ce qui avait tombé était arrivé à passer dans ce fameux petit tunnel qu'on avait trouvé. Qui faisait 7 mètres 50 à peu près, 7 mètres, entre 7, disons 7 et 8 mètres, et elle donnait en plein dans ce fameux tube de lancement. Christian, avec un grand courage, parce que moi je ne l'aurais pas fait peut-être à l'époque, il est rentré sur le monticule de terre pour aller dans le puits de lancement. Et moi j'étais avancé, parce que j'avançais pour défaire les machins, et Popol y éclairait, puis lui a vu un glissement qui partait, il m'a arraché, il m'a tiré en dehors, puis il y a une masse peut-être de 300-500 kilos de craie et de morceaux qui est venu s'écraser contre la voûte du puits de lancement, disons.
Ce jour-là, ouais, je l'ai échappé belle. Heureusement que ton père y a vu tout arriver. On va remonter la caméra. On a revu des choses quand même qu'on a vécues et puis qu'on avait quand même en partie oubliées. Surtout moi. Moi, j'avais pas vu tout ça. On t'avait quand même pas oublié, Claude. Non, mais oublier comment c'était en bas. Ah ouais. J'ai pas dit oublier de ce qu'on avait fait. Oh non, moi c'était non, bien... certes pas. Ben, disons Mais que en tu bas, je pouvais pouvais- pas oublier, tu ne l'avais pas vu le bas. C'est bien ce que j'attendais de ta part. Non, mais c'est moi qui voulais pas que tu descends. Bah ouais, bon, je serai remonté. Ouais. Je voulais que tu restes au treuil. Ouais, je sais bien. Je sais bien. Mais ça nous ramènerait 40 ans en arrière, on reprendrait. Hein. Ouais. Et on a bien travaillé encore pendant 2 mois, disons. 2 mois. Mais c'était, pour autant dire, irréalisable. Il aurait fallu vraiment vider le tube de lancement. On s'est réunis tous dans un café et on a discuté. On a discuté sur le fait que qui voulait continuer encore les travaux pour essayer de passer de l'autre côté et qui ne voulait pas continuer les travaux. Ça faisait déjà 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois. Donc il y en a qui ont décidé de dire oui, on va arrêter, tout ça. Et comme ils avaient la majorité, on a décidé d'arrêter. Bon, eux, ils ont jugé que c'était trop dangereux. Mais ils étaient sur place. Moi, je peux pas leur donner tort, raison ou n'importe quoi. Mais eux, ils étaient en bas. Donc, ils étaient à 3 à pouvoir juger. Alors, s'ils ont jugé que c'était trop dangereux et tout ça, ils ont bien fait de ne pas continuer. Ils ont très bien fait. Maintenant, s'il y avait eu une possibilité, j'aurais été heureux qu'on puisse continuer. Bon, enfin, moi, je dis, on a fait une expérience intéressante, quoi, parce que on a essayé de faire parler l'histoire, quoi, mais on n'a pas réussi. C'est un semi-échec, quoi. Mais on en avait, je dirais pas marre, mais bon, on voyait bien que la tâche dépassait nos capacités, quoi. Hein. Alors donc, ça s'est éteint tout doucement, quoi. Ça aurait été une superbe récompense pour nous tous. Ouais. Mais enfin, on a déjà passé un certain temps ensemble. On a fait ensemble, on a rigolé ensemble. On a trinqué ensemble parfois. Ouais. C'était bien. C'était le bon temps. Moi, j'aimerais bien qu'on creuse pour voir. Ce serait mon rêve. Je dis toujours, avant de mourir, mon rêve, c'est de voir la forteresse à fond. Mais, malheureusement, on ne le verra pas. On mourra avant. Cette fameuse base de Mimouillec, qui a encore des secrets. Après toutes ces années, le puits est intact. Plonger cette caméra, amener l'équipe sur les lieux, des années plus tard, m'a prouvé que l'aventure avait bien eu lieu, et que ce n'était pas qu'une histoire que je fantasmais enfant. Mon père et ses amis étaient bien descendus dans le ventre d'un monstre. Ce fut leur grande aventure. Quelque temps après, le 6 juillet, j'emmène Claude à la cérémonie annuelle pour l'anniversaire du bombardement de la base, où nous retrouverons à nouveau Christian et les autres. En chemin, je repense aux raisons pour lesquelles mon père ne m'avait pas raconté toute son histoire. Outre les réticences de ma mère, pourquoi ces secrets, ce tabou? T'as des enfants, toi, Claude? Oui, j'ai des gosses, ça fait. Mon Dieu. Et tu leur racontais un peu cette histoire ou pas? J'en parlais pas beaucoup. Pas beaucoup? Non, j'en parlais pas beaucoup avec eux. Pourquoi? C'est-à-dire que, je ne faisais pas que ça à cette époque-là. C'est-à-dire que, là, ça, c'était le week-end, mais ça m'arrivait aussi dans la semaine de faire des recherches, certains blocos, de faire tout ça. Ouais. Et donc, je ne voulais pas qu'ils prennent ce truc-là parce que
les engins de guerre, c'est comme ça, plus ça vieillit, plus c'est dangereux. Ouais. Donc, je ne voulais pas qu'ils prennent ce vice-là. C'est un vice carrément pour toi. Bah, un vice, oui et non. Pour moi, c'est une curiosité. Ouais. Bon, ça m'est arrivé de désamorcer des obus et tout ça. Ouais. Mais moi, justement, je les mettais à l'abri de tout ça parce que je voulais pas qu'il leur arrive justement quelque chose. Ouais, ouais. Hein. Bon, c'était tout. Mais sans quoi, la curiosité, moi, ça de l'emporter. Ça, c'est... T'as eu peur de leur transmettre le virus. Ouais, c'est ça. Hein, c'est Bah oui. le virus des fouilles, quoi. Ah bah ouais. Donc ça veut dire quand même que tu pensais prendre des risques quand tu y étais, quoi. Ah oui, bah non, mais pour certaines choses, c'était mesuré. C'était certain, mais oui, c'est ça. J'étais pas un barjot, hein, comme on dit, Ouais. une tête de fou. Hein. Une fois sur place, en voyant tous ces gens soudain s'engouffrer dans le tunnel, je repense encore à ce qui les a poussés à entreprendre cette folle expédition. Je reste un peu frustré de ne pas avoir entendu mon père me répondre. Alors je me demande, pourquoi moi y serais-je allé ? À quoi bon creuser avec ces petits moyens, même si l'on sait que l'on prend un risque et que la tâche nous dépasse? Peut-être parce que l'histoire de cette tentative sera racontée et amènera d'autres aventuriers ordinaires, qu'ils soient poissonniers ou épiciers, à toucher du doigt la grande histoire, à vouloir regarder sous la surface et à se rappeler que l'humain est parfois capable du pire. À défaut de trouver dans l'ombre un trésor, on ramène une histoire.
c'était le cerveau de la base, le deuxième étage. On va avancer un petit peu. Ouais. À quoi bon creuser avec ces petits moyens, même si l'on sait que l'on prend un risque et que la tâche nous dépasse? Peut-être parce que l'histoire de cette tentative sera racontée et amènera d'autres aventuriers ordinaires, qu'ils soient poissonniers ou épiciers, à toucher du doigt la grande histoire, à vouloir regarder sous la surface et à se rappeler que l'humain est parfois capable du pire. À défaut de trouver dans l'ombre un trésor, on ramène une histoire.